Je m'appelle Mathis Collins, je suis artiste et animateur socioculturel dans le champ de l'éducation artistique et culturelle. Je présente une pièce qui s'appelle L'Animateur et qui est un orgue de foire, un orgue de barbarie, donc inspiré des orgues de foire qu'on trouvait beaucoup dans les fêtes foraines du début, fin 19e, début 20e, qui étaient ces très grandes pièces ornementées et qui ont été la préhistoire du média ou de la musique diffusée par l'électricité. Et qui était aussi l'orgue de barbarie, cet objet amateur par excellence qu'on trouvait dans la rue et que n'importe qui pouvait louer pour être musicien de rue, donc en faire son métier, puisqu'il suffit de tourner une manivelle, de jouer un carton perforé et la musique était jouée. Cette pièce, elle parle de deux choses. La première, elle évoque pour moi mon activité justement d'animateur socioculturel dans des maisons de quartier. Donc c'est une pratique que j'ai en parallèle de ma pratique artistique et dans lequel j'utilise l'orgue comme un vecteur de création artistique et musicale amateur. Et du coup, à travers cette notion de l'animateur, j'évoque un peu l'ambiguïté entre le rôle de l'artiste comme bouffon, comme personnalité qui va divertir sous invitation officielle, comme Polichinelle autorisé par le roi à mener le carnaval. Donc ça, c'est moi comme animateur ici, dans une institution culturelle, jusqu'à ce que cet orgue qui va jouer de la musique tout pendant les 6 mois d'exposition s'arrête sur, pareil, encore une fois, ordre de l'institution. Et cette pièce, donc, c'est un orgue de foire, mais vraiment un orgue qui est complètement, qui est sur les os, quoi. C'est qui a rien à part la structure et l'orgue. Il n'y a aucun motif ornemental, et il est complètement décharné. Il est assez pauvre dans son style, ce qui est l'inverse de la tradition de l'orgue de foire qui était réellement, je dirais, le baroque et l'or des palais royaux mis à la disposition du public dans la rue. L'orgue de foire, c'est à la fois mettre à disposition de tout un chacun dans la rue l'opéra, qui était absolument pas un endroit où pouvaient aller les ouvriers ou le peuple jusqu'au XXe siècle. C'est des sculptures ornementales extraordinaires que personne n'avait chez soi. Et puis il y a aussi tout un système d'automates dans ces orgues parce que il y avait des figures qui bougeaient, la musique, voilà. Et donc c'est aussi comment dire, le spectacle vivant. Voilà. Et du coup ça c'était baladé de village en village dans des foires. Et c'est surtout un instrument qui, dans sa forme plus petite, l'orgue de barbarie, et c'est ce que j'essaie de véhiculer dans cette pièce, c'est l'instrument amateur, populaire par excellence, puisqu'il ne faut pas avoir de connaissances préalables, il ne faut pas avoir d'acquis musicaux pour pouvoir en jouer. Et donc quand, à la fin du XIXe siècle, après la libéralisation des arts de rue, suite à tout ce que j'ai raconté précédemment, il y a dans toutes les villes de France, mais surtout à Paris, un nombre assez important de musiciens de rue, jusqu'à 500 à Paris au XVIIIe siècle, qui jouent à tout endroit, qui accompagnent. La musique est vraiment présente dans la société, dans la vie civile et dans les événements quotidiens du peuple. Donc on pouvait engager temporairement des musiciens de rue qui pouvaient animer un déménagement, une célébration particulière. Voilà. La musique est partout, parce que c'est avant les médias de diffusion radiophonique et autres, et à l'électricité. Et on pouvait du coup louer ces orgues de barbarie et y en jouer dans la rue. Mais pareil, il y avait un contrôle assez strict sur ces objets-là. Et les gens qui écrivaient les chansons, qui perçaient les cartons,
avaient parfois des agendas politiques et pouvaient véhiculer, il y avait des marchands de carton qui véhiculaient certains messages qui pouvaient être, voilà, pareil, soumis à la censure. Mais ce qui, pour moi, est le plus important dans cette pièce, c'est qu'elle joue un carton, une interprétation de la danse macabre de Camille Saint-Saëns, et qui est en fait donc une pièce qui fait référence aux danses macabres, qui sont les représentations, les premières, parmi les seules représentations iconographiques des pestes qui ont frappé l'Europe. Là, je parle de l'Europe entre voilà, le XIVe et le XVIIe siècle. Et qui, en fait, c'est une histoire, si vous voulez, l'histoire de la peste, et donc l'histoire des danses macabres, qui ne se lit pas dans des archives écrites. Il n'y a pas de témoignage de la peste en tant que soi, mais il y a des archives qui montrent par justement le retrait ou l'absence de vie, donc qu'il y a eu à cet endroit-là une épidémie telle qu'elle a décimé les personnes qui pouvaient en parler. Je m'intéresse à la danse macabre parce que cette danse macabre qui met le notable et le paysan sur un pied d'égalité face à la mort, c'est ce que la foire va faire en permettant à tout un chacun d'accéder à la culture. Et évidemment, on va se divertir, notamment pour oublier la vanité et la vacuité de la vie et sa mort à venir. Et du coup, cette orgue fait jouer en boucle, égrène le temps qui passe et marque. Donc le morceau est joué automatiquement à l'heure, à chaque heure pile et à la demi-heure durant les 6 mois de l'exposition. Et donc c'est un automate qui joue seul et qui est en boucle sur lui-même. Et du coup, je suis né sur un faubourg qui est assez connu pour avoir un peu provoqué la Révolution française et aussi pour avoir été un berceau de l'ébénisterie et de la menuiserie en France depuis le XVe siècle, quoi. C'était un lieu où en fait les menuisiers et les ébénistes pouvaient exercer hors du centre parisien où il fallait faire partie d'une corporation pour exercer. Et donc les faubourgs, on pouvait y exercer librement. Donc je pense que aujourd'hui, le faubourg Saint-Antoine, c'est devenu un centre commercial à ciel ouvert. Et moi, j'ai grandi dans ma jeunesse avec encore l'héritage de ces menuiseries et ébénisteries. Il y avait encore ces magasins et ces artisans. Et puis, dans les années 2000, tout ça s'est vraiment effondré. L'économie du meuble s'est vraiment cassé la figure. Et du coup, j'ai été témoin du remplacement de toutes ces boutiques et ateliers par des lofts, une gentrification immobilière et aussi plein de magasins qu'on voit aujourd'hui dans cette artère parisienne-là. Et du coup, je pense que c'est entre autres le témoignage dans ma pratique de la sculpture sur bois, notamment. C'est une partie de ma pratique qu'on va retrouver sur le tableau Bicorne, qui est un tableau en bois gravé, poncé, et qui en fait représente un stand de tir. Et quand je dis représente un stand de tir, c'est que ce n'est pas un réel stand de tir, puisqu'on ne peut pas effectivement tirer dessus. Et alors, notamment parce que les cibles de ce tableau, les 9 cibles de ce tableau sont des bicornes. Et les bicornes sont les chapeaux qui étaient portés par les gendarmes et par les policiers ou les personnalités de l'armée en France jusque sous Napoléon. Et donc en fait j'ai utilisé cette figure qui est là une figure abstraite avec cette cocarde française qui passe et qui devient, voilà, on la voit apparaître et disparaître comme quelque chose sur lequel on pourrait tirer. On ne peut pas tirer dessus parce que ça serait une apologie ou une provocation à vraiment tirer sur des symboles de la République ou des figures d'autorité comme la police qui, en état de cause, est interdit, est illégal.
Mais ce que ça retrace, c'est la présence de la police dans les foires et les fêtes foraines, dans ces lieux où on tire pour le loisir et on tire sur des cibles et on tire sur des caricatures, on tire sur les figures de l'État, on tire sur les figures populaires qui en fait le reste du temps dirigent l'État dans lequel voilà, dirige la police, voilà, dirige la cité. Et, donc c'est un stand de tir, voilà, pour revenir. Bicorne, ça représente un stand de tir avec des chapeaux de policiers. Et ça prend racine dans l'histoire de la censure sur la représentation, le dialogue en fait théâtral dans l'espace public en France. À partir du XVIe jusqu'au XIXe siècle, la censure, le contrôle de la préfecture sur les thèmes, les pièces qui pouvaient être jouées, et notamment toute une période sous Louis XIV où seule la Comédie Française avait le droit de dialoguer en français sur scène, sur l'entièreté du territoire qui n'était pas encore national, mais des territoires de France. Et donc il y avait, surtout à Paris, mais partout, il y avait un strict contrôle de cette règle. Et donc dans les foires, qui étaient des foires marchandes, des foires agricoles, qui sont à l'origine des fêtes foraines, donc ces foires, c'est-à-dire des marchés en plein air, ou couverts, il y avait des troubadours, des ménestrels, des acrobates, des jongleurs, des artistes de rue, en somme. Et ces artistes de rue qui exerçaient de façon sous contrôle, en tout cas, de la police, parce qu'il faut toujours, en France, jusqu'au 19e, quand on va faire de l'art publiquement, il faut avoir une autorisation. Sinon, on est potentiellement... on est susceptible d'être arrêté. Et en fait, cette censure, elle va amener, inspirée par la Commedia dell'arte, et donc la troupe italienne, qui était un peu le concurrent de la Comédie Française, et qui était protégée par Marie de Médicis, mais qui a été, en tant que régente, écartée. Et la Commedia dell'arte, c'était vraiment cet humour assez franc et irrévérencieux qui se permettait de mettre en scène les figures culturelles et du pouvoir, de rejouer les institutions sur scène et de s'en moquer. Et c'était ça à travers des formes d'improvisation de théâtre qui étaient très appréciées par le public, parce que c'était juste de l'art populaire qui était accessible. Donc la police, ils veillaient au grain à ce que personne ne dialogue sur scène, et donc ils ont dû inventer des détournements pour pouvoir communiquer des scènes de théâtre au public. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître, ou en tout cas c'est concomitant historiquement, on voit apparaître les marionnettes, parce qu'il ne s'agissait pas d'acteurs sur scène, il s'agissait de représentations d'objets. On voit apparaître les mimes, le monologue, les cartons que le public pouvait lire, des animaux, voilà. Donc pour contourner une règle très simple, il y a eu toute une invention artistique qui a permis de détourner une censure. Donc voilà, c'est vraiment la genèse de la fête foraine est là. Elle est dans ce remplacement d'une sorte de vide théâtral, d'un vide de divertissement public, d'art vivant, et aussi un média.